on parle de 5G et quand on parle de transformation de société. Et quand on dit société au sens large. On parle d'organisation collective, de gouvernance, on parle aussi de vie individuelle, de mode de consommation, de mode d'apprentissage, de lien à l'information, de relations humaines au sens large. Quelles sont les questions qui vous viennent à ce sujet? Qui veut ouvrir le bal des questions? Alors, ça peut être par écrit aussi, hein, si vous préférez vous exprimer par écrit sur cette première séance. Donc, si je peux parler, Germain Bertrand, Je vous en m'entendez? prie. Très bien. Alors, moi, je pense que la 5G va apporter des changements importants et je vois trois choses. Je pense que manifestement, beaucoup d'entreprises vont être demandeuses. Je ne vois pas bien l'intérêt pour les particuliers, même si je me rends compte qu'on essaiera de les persuader qu'un téléphone portable 5G, c'est beaucoup mieux qu'un 4G, qui est lui-même beaucoup mieux qu'un 3G. Ça n'est pas certain pour la plupart des gens. Et je pense qu'il y aura un effet de tri, malheureusement, supplémentaire pour les gens les plus éloignés de tout ce qui est numérique. Et à la réflexion, en voyant notamment ce qu'on est en train de préparer à Lannion et ce qui se fait en Allemagne, je pense qu'un début de solution à proposer serait peut-être beaucoup de réticence pour la 5G pour les particuliers, mais pour les entreprises, leur suggérer d'avoir des zones de 4G, c'est-à-dire que ça va faire sourire ce que je dis là, mais peut-être que le 5G gagnerait, dans le cas où il est professionnel, industriel, hospitalier, à être confiné. C'est-à-dire que la grande cité hospitalière, par exemple, hein, du CHU, aurait son 5G sur place, mais ça ne déborderait pas. Peut-être même chose, puisqu'on est à Rennes, PSA sur son site. C'est ce que j'appelle la solution à l'allemande, parce que je crois que ça se fait comme ça en Allemagne. Merci Germain. Alors vous êtes déjà dans la solution, mais derrière la solution que vous proposez, il y a une question, c'est est-ce qu'on peut faire des 5G différenciés? Est-ce que effectivement on peut différencier un usage pour le monde de l'entreprise et un usage pour les particuliers? Je vais vous donner lecture de la question que pose Marina. Marina pose la question de la fracture rurale et ville. Quels pourraient être les impacts supplémentaires à ceux qui existent déjà entre le monde rural et le monde urbain? Irons-nous vers une fracture plus grande entre ces deux mondes avec la 5G? Donc cette question là aussi de la fracture, on pourrait presque dire des fractures, hein, puisqu'il y a des fractures géographiques, il y a des fractures sociales, il y a des fractures générationnelles, différentes façons de voir les fractures. Merci Marina également. D'autres questions qui vous viennent? La poser par oral. On voit qu'une bonne partie de la consommation d'Internet actuellement, je crois que c'est 65%, c'est lié à la vidéo. En gros, c'est Netflix d'un côté et puis de l'autre côté, l'échange de vidéos, YouTube et puis les réseaux sociaux type WhatsApp et autres photos. La question, c'est est-ce qu'on connaît l'impact social et sociétal de la multiplication de ces réseaux sociaux? Est-ce que, en gros, c'est une bonne chose? Est-ce que ça doit être encouragé ou est-ce qu'on commence à voir les limites, sachant que personnellement, j'en vois quelques-unes, voire de nombreuses. Donc, quel va être le lien entre la 5G et le déploiement des réseaux sociaux et quel est l'impact de l'explosion encore plus forte des réseaux sociaux sur notre organisation, la fracture sociale et puis l'organisation de notre société? Vous parlez d'impact et de limites.
à quelles limites vous pensez ou à quels effets négatifs vous pensez à propos des réseaux sociaux? Bah, en gros, pour faire court, je suis frappé du fait que le distanciel prend tout le temps le dessus sur le présentiel. Alors j'espère que maintenant qu'on est frustré de présentiel, on va retrouver plaisir à se voir pour de vrai. Mais je suis frappé depuis une dizaine d'années et ça explose à tout niveau dans la famille, dans les relations de la rue, etc. C'est on discute avec quelqu'un et on est interrompu parce qu'il y a un SMS, parce qu'il y a un WhatsApp, parce qu'il y a un appel, parce qu'il y a un échange quelconque. Et donc, on privilégie toujours la relation de distance sur la relation du moment. Et je pense à deux choses. D'une part, ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès, ils sont assez nombreux à ce type de relation. Et puis ensuite, sur la modification que ça a sur notre mode de relation entre nous et sur la société donc. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. D'autres questions? D'autres points d'attention? Oui, bonjour, Christian Desbois. Bonjour. Pour compléter, je pense qu'a dit Emmanuel, il y a aussi le fait que la 5G favorisera l'usage des jeux en réseau. Donc c'est aussi une source, je pense, d'isolement supplémentaire des individus. D'accord. Les jeux en ligne ou d'une manière générale, les jeux sur support numérique. Oui, les deux. Très bien. Merci, Christian. D'autres points? Donc, on a ces questionnements autour des différentes fractures, rurales, villes, entreprises particulières, faut-il séparer, les réseaux sociaux, les jeux, beaucoup de choses qui tournent autour des relations humaines aussi. C'est des sujets justement sur lesquels je suis persuadée que nos intervenants ce soir vont être tout à fait à l'aise, vont avoir beaucoup de choses à nous dire. Les intervenants de cette table ronde, ils sont trois que je vais vous présenter. Séverine Rel, vous êtes là, Séverine? Est-ce que vous pouvez nous faire signe? Je ne vous vois plus. C'est mon micro qui était désactivé. Voilà. Je sais pas si vous m'entendez. Parfaitement. Bonsoir. Donc, Séverine Erel, qui est maîtresse de conférence en psychologie cognitive et ergonomie donc à Rennes 2, à l'université de Rennes 2, où elle dirige le département de psychologie. Elle travaille justement sur les effets psychologiques des serious games, ou des jeux d'une manière générale, des jeux vidéo, et puis plus largement sur le numérique, sur l'acceptabilité des technologies, et puis aussi sur l'impact des réseaux sociaux sur les apprentissages, la manière dont on apprend et dont on crée un lien avec le savoir, et sur tous les usages Internet. Et je suis sûre, donc, Séverine, que les questions qui viennent d'être posées vous fait écho chez vous. Avec nous également Étienne Klein. Étienne Klein, vous êtes là? Oui, je suis là, vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Bon. Donc, Étienne Klein, qui est physicien, qui est philosophe des sciences et qui dirige donc depuis 2007 le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, le LARCIM au CEA. Et Étienne Klein s'est aussi exprimé à travers des très, très nombreux ouvrages comme vulgarisateur des sciences et aussi comme philosophe, un philosophe qui s'interroge sur les rapports entre la science et notre société, ou la société et la science, la manière dont les sciences posent des questions éthiques et la manière dont notre société regarde les évolutions technologiques. Étienne Klein, vous êtes aussi membre de l'Académie des technologies et vous allez nous éclairer aussi sur la manière dont on tisse notre vie quotidienne au regard de ces évolutions technologiques. Et puis, avec nous, Clément Mabille également. Clément,
Je ne vois plus Clément, qui était là. Il est bien là, mais on ne vous entend pas, Clément. Le micro de Clément. Alors Clément, le temps que je présente Clément, je pense que c'est peut-être les oreillettes qui fonctionnent moins bien. Ça fonctionnait tout à l'heure relativement bien. Donc Clément Mabie est maître de conférence en études de communication à l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne. Et Clément dirige l'équipe EPIN qui veut dire étude des pratiques interactives du numérique. Et ses recherches, sa spécialité porte sur… Vous m'entendez? Super. Cette fois-ci, on entend. Et donc, j'étais en train de présenter donc, vos recherches, vos spécialités qui portent sur les usages citoyens du numérique, sur les données publiques, l'open data, et sur l'usage des numériques dans la concertation d'un point de vue démocratique, sur ce qu'on appelle aujourd'hui les civic tech. Et vous allez vous aussi pouvoir nous éclairer notamment sur la manière dont les technologies peuvent influer sur les questions de gouvernance et d'organisation démocratique de nos sociétés. Alors, merci à tous les trois d'être avec nous. On va parler de société. C'est un sujet extrêmement vaste. On l'a vu, il y a beaucoup de thèmes à aborder. Et la 5G, en fait, nous interroge justement sur la manière dont nous vivons ensemble. Je voulais commencer avec vous, Étienne Klein, si vous en êtes d'accord, parce que vous avez signé il y a quelque temps une tribune à travers laquelle vous réclamiez qu'il y ait un vrai débat sur le déploiement de la 5G. C'est une tribune qui a fait beaucoup de bruit. Pourquoi cette tribune? Qu'est-ce que vous vouliez dire à travers ce texte? Bonsoir à toutes et à tous. Alors d'abord, je vous souhaite une bonne année, une année-lumière, mais sans mettre le tiret entre les deux mots que mettent parfois les physiciens. Une année-lumière avec un tiret, c'est trop loin. Là, je vous parle d'une année-lumière au sens de lumineuse. Alors, ça me permet de dire aussi que cette tribune dont vous parlez, je ne voulais pas du tout l'écrire et que je suis arrivé dans ce débat donc ce soir avec vous par effraction, à l'issue d'un malentendu. Je m'explique brièvement. Un jour, il y a un monsieur qui s'appelle André Pietri, qui est un industriel du numérique. Au moment où le débat sur la 5G commençait à devenir assez vif, notamment dans certains médias, m'a proposé d'écrire une tribune avec lui à propos d'un débat sur la 5G. Et avant de donner mon accord, je lui ai dit, écoutez, écrivez quelques lignes sur les thèses que vous voulez défendre et je vous dirai si je suis d'accord pour co-signer en complétant l'article avec mes propres intentions. Et en fait, il m'a envoyé un texte un vendredi soir et j'ai pas eu le temps de le regarder pendant le week-end. Et avant que j'ai donné mon accord, il l'a envoyé à Libération, au journal Libération, qu'il a publié sur le site web du journal et non pas sur la version papier, avec nos deux signatures. Et comme le texte que j'ai découvert là ne m'allait pas du tout, j'ai passé la journée à réclamer qu'on supprime ma signature. Ce qui a été fait, mais bon, le mal était fait. Et du coup, quelques temps plus tard, j'ai écrit une tribune signée par moi seul, pour le coup, dans le journal L'Express, c'est peut-être à cette tribune-là que vous faites allusion, dans laquelle je ne demande pas spécialement un débat. Je dis simplement que beaucoup de grandes municipalités, la vôtre, mais aussi Grenoble, Lyon, je crois aussi, ont réclamé un moratoire ou bien un débat, ou bien les deux en même temps à propos de la 5G. Et je voulais simplement dire que la question n'est pas de savoir s'il faut faire un débat, puisque la réponse à cette question est évidemment positive. En démocratie, on doit pouvoir décider du type de compagnonnage que nous faisons ou nous allons faire avec les technologies qui s'annoncent. Donc, la technologie doit être discutée. Et d'ailleurs, le mot débattre a une étymologie qui est intéressante. Débattre, c'est un mot du XIIe siècle qui signifie ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. C'est-à-dire argumenter, se renseigner, pratiquer une forme de politesse de l'esprit, laisser parler les autres, etc., pour essayer de voir si on ne peut pas tomber d'accord. Or, dans les débats auxquels j'avais pu assister, enfin les soi-disant débats auxquels nous avons pu assister sur certaines chaînes d'information continue, le débat était remplacé par une joute, un clash entre personnes dont on connaissait a priori les positions, et ce clash était présenté comme un débat et en fait était la négation de ce qu'on appelle un débat d'un point de vue étymologique. Et j'étais aussi frappé par le fait qu'il y avait une relative
décorrélation entre la militance et la compétence. Et quand je parle de militance, je parle aussi bien de militance pro ou de militance anti. Et ça vaut d'ailleurs pour tous les sujets technologiques. Que vous preniez les OGM, la 5G, le nucléaire, le vaccin aujourd'hui, vous voyez que quand on interroge le public pour savoir s'il est pour ou contre, il répond. Il n'y a qu'à peu près 20% des Français qui disent qu'ils n'ont pas d'avis. Mais ils répondent sans être capables souvent de dire de quoi il est question. Par exemple, les pro-vaccins que je connais sont incapables de m'expliquer comment fonctionne un vaccin ARN messager. Les anti-vaccins que je connais sont absolument incapables de me dire comment fonctionne un vaccin. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir une opinion tranchée en général, sans être compétent à propos de la chose à propos de laquelle on a une telle opinion. Et ça m'a toujours fasciné. Et donc la question que je posais dans cette tribune n'était pas celle de la légitimité d'un débat, qui me paraît sujette à non-discussion, mais quand on parle de débat, de quoi parle-t-on? Comment l'organiser? C'est-à-dire, quelle est la part qui revient à la discussion animée par des experts? Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut bien discuter de ce dont quoi il est question. Qu'est-ce que c'est la 5G? Quelle est la part qui revient à la discussion générale? Et quelle est la part qui revient à la décision politique? Et ce qui m'a semblé tout à fait net, c'est que nous jugeons des technologies, non pas à partir de la connaissance de la réalité objective et matérielle qui les concerne, mais à partir de ce qu'on pourrait appeler leur halo symbolique. C'est-à-dire que ces technologies sont insérées dans des récits, et ces récits symboliques, donc, qui consistent à associer ces technologies à une certaine lumière qui va diffuser dans la société, ces récits, ce halo symbolique, déterminent le jugement politique que nous faisons sur elles. Par exemple, quand le maire d'une grande ville dit « grâce à la 5G, nous allons pouvoir regarder des films pornographiques dans les cabines d'ascenseur », il distille un certain halo symbolique. Quand un autre dit « grâce à la 5G, on va pouvoir faire des opérations chirurgicales à distance », il distille un autre récit symbolique qui va lui aussi déterminer nos opinions. Et finalement, notre jugement, il est déterminé beaucoup plus par la mise en concurrence de ces halos au sein de laquelle nous allons choisir celui qui nous convient, plutôt que par une pédagogie préalable de ce qu'est la 5G. Une approche scientifique. Consistait à dire comment organiser un débat. Et voilà, je vous félicite, d'ailleurs, vous avez trouvé une forme de méthodologie là que je découvre, avec des citoyens tirés au sort, des élus, vous discutez ensemble. Et ça, c'est une forme possible. Et j'espère qu'elle donnera des résultats convaincants qui nous aideront par la suite à réactiver l'idéal démocratique qui, on l'a vu ces derniers temps, on a bien besoin. Simplement, j'observe aussi que dans les débats médiatisés, la nuance a peu de place. Et je pense qu'un vrai débat, et je crois que d'après les interventions que j'ai entendues à l'instant, c'est le cas chez vous, il faut que les gens qui sont modérés s'engagent sans modération. Sinon, le débat est polarisé entre pro et anti, et je pense que le fait d'avoir une opinion tranchée dédouane de l'obligation ou de l'envie même de s'informer. Oui. Je pense qu'un débat est réussi quand des gens qui ne sont pas intéressés a priori, qui sont modérés et pas intéressés, font l'effort de venir poser des questions, s'adressent aux experts, discutent avec eux. Et débattent et se forgent une opinion. Et je pense que se forger une opinion, ça n'est pas du tout la même chose que avoir une opinion. Se forger, c'est un travail de forgeron, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Et un débat de qualité, c'est un débat à l'issue duquel tout le monde est d'accord pour reconnaître que les avis qui sont exprimés sont légitimes, même si personnellement on n'est pas d'accord avec ces avis. On les trouve légitimes simplement parce qu'ils ont été obtenus à l'issue d'une procédure décidée à l'avance, avec laquelle les uns et les autres étaient d'accord, de sorte que le résultat produit par le débat est accepté comme tel. Si je peux dire encore une chose pendant 30 secondes, on a beaucoup parlé de la Convention citoyenne pour le climat, une expérience intéressante, on tire des gens au sort, on les forme, des experts viennent leur expliquer. Mais vous voyez que la légitimité de cette démarche a été contestée au motif que ces gens étaient tirés au sort et n'étaient donc pas représentatifs. Et il me semble qu'il y avait une façon assez simple de faire en sorte que cet argument ne puisse plus être utilisé, qui aurait consisté à prendre deux groupes.
On prend un premier groupe de 150 personnes tirées au sort. On les forme sur certaines questions par l'intervention d'experts. On prend un deuxième groupe tiré au sort également, qui ignore l'existence du premier, qui est formé par d'autres experts sur les mêmes questions. Et ensuite, on compare les propositions émises par le premier groupe à celles qui sont émises par le second groupe. Si leur taux de recouvrement est faible, ça veut dire que les propositions sont arbitraires, elles dépendent du tirage au sort finalement. Si au contraire, les propositions se recouvrent en grande partie, cela veut dire qu'elles correspondent à une véritable demande ou sociétale ou un véritable souci sociétal. Et dans ce cas-là, elles sont beaucoup plus légitimes et sont beaucoup plus donc difficiles à balayer d'un revers de main. Et votre initiative que je ne connaissais pas me paraît une piste également intéressante. Et j'espère qu'à la fin de vos discussions, tout le monde dira les avis proposés ont été obtenus grâce à une méthodologie qui a du sens et qui est respectable en tant que telle. Donc le débat, en tout cas la discussion, le débat et l'engagement de personnes sur cette réflexion. Merci de souligner effectivement l'importance. Si on vient à cette question de la technologie 5G, en fait, quand on lit ce que vous avez pu les uns les autres écrire ou dire en interview lors de conférences dans différents éléments, on a l'impression qu'en fait, au-delà de la technologie 5G, on serait plutôt amené à s'interroger sur le fond, sur le numérique, sur la place du numérique dans nos sociétés, sur la manière dont le numérique interroge nos relations humaines. Est-ce que pour vous, vous avez l'impression que la création d'Internet, l'essor du numérique qui remonte à 93, ça a été une révolution et que c'est un moment où notre société a commencé à changer? Séverine. Je pense que le numérique, alors la 5G, on en parle beaucoup en ce moment, mais je pense que dans quelques mois, on n'en parlera plus. En fait, la 5G aujourd'hui symbolise le numérique. Le questionnement sur le numérique, il ne va pas cesser avec la 5G. La 5G, pour l'instant, incarne le numérique. Mais en fait, ça a été présenté comme une révolution. Je pense que c'est plutôt une évolution dans les débits, dans la consommation d'énergie, dans la vitesse de transmission, dans le confort qu'on peut avoir à regarder telle ou telle vidéo. Ça a été dit par l'un d'entre vous, pour le particulier, en tout cas dans les pays où la 5G est déjà installée, je pense à la Suisse et à d'autres comme Monaco, les particuliers n'ont pas vu beaucoup de différence. Les industriels, si. Et donc, c'est plutôt les industriels pour l'instant qui se disent intéressés que les particuliers, même si, évidemment, personne n'est capable de prédire les usages que nous allons faire de la 5G. Est-ce qu'on va regarder plus de vidéos? Sans doute que oui. Mais est-ce qu'une technologie doit être jugée simplement à partir des usages qu'elle va permettre? Après tout, si vous regardez ce qu'a été l'invention de la télévision dans les années 50, disons, au moment où elle a commencé à se diffuser dans les ménages, les gens y voyaient le moyen de diffuser la culture, y compris la haute culture, et puis l'information journalistique, l'information travaillée. Si les pionniers de la télévision regardaient aujourd'hui les programmes qui sont diffusés par les chaînes françaises, par exemple le samedi soir, je prends cet exemple au hasard, ils seraient complètement terrifiés. Ils se diraient, mais quel usage avez-vous fait de ce merveilleux outil qu'est la télévision? Pourquoi ne diffusez-vous pas les cours du Collège de France? Voilà, donc il y a la question de la technologie et il y a la question des usages. Bon. Et je pense que le numérique a été une transition dans les relations sociales. D'ailleurs, le confinement, le premier, a montré l'ambivalence de la situation. C'est-à-dire que le numérique, par les visioconférences, notamment par le télétravail, par d'autres outils de ce type, a permis de supporter un peu mieux le confinement pour beaucoup d'entre nous. Alors, je voudrais poser la même question à Séverine, parce qu'on entend bien effectivement, Étienne Klein, que vous mettez effectivement plutôt l'accent sur une évolution, mais qui est déjà là. Séverine, est-ce que vous partagez ce que vient de nous dire Étienne Klein? Alors, je suis d'accord avec lui quand il dit que la 5G aujourd'hui cristallise plus globalement en fait les problèmes du numérique. Moi, ma vision en fait des choses, c'est que depuis plusieurs années, on observe en fait plusieurs. Alors moi, je parlerai plus de panique morale, mais voilà. Après, on peut discuter sur la question de la 5G et de la santé, quoique
enfin, moi, à ma connaissance, les rapports, pour l'instant, indiquent pas, en fait, de danger imminent, notamment le rapport de l'ANSES. Mais enfin, la 5G aujourd'hui cristallise, hein, est une nouvelle forme en fait de panique morale à mon sens concernant les technologies du numérique. Donc il faut être lucide. Depuis 93, Internet a changé en fait nos relations, notre rapport au monde. Aujourd'hui, il est possible de discuter avec des gens et de se socialiser avec des gens qui ne sont pas nécessairement sur place. On peut communiquer avec des gens de différents pays, de Belgique, de Suisse, aux États-Unis. Voilà, on a une ouverture plus grande sur le monde, donc une meilleure socialisation. On a accès à plus d'informations. Mais parallèlement, il faut aussi reconnaître que cette vision utopique, en parallèle, on y retrouve aussi une vision un peu dystopique parce que tout ce flot d'informations nous permet d'accéder aussi parfois à des contenus un peu plus inadaptés. Donc, pour les enfants, on va dire qu'ils ont plus facilement accès à des contenus de type pornographique. Et puis, nous, donc, globalement, on peut avoir accès à des contenus beaucoup plus violents. Et malheureusement, ce que l'on voit aussi au sein d'Internet aujourd'hui, enfin, on est typiquement dans l'actualité, on peut aussi avoir accès à des contenus, on va dire, beaucoup plus polarisés, voire complotistes, et qui peuvent aussi influencer les opinions des gens. Donc, c'est pas une vision, moi personnellement, j'ai pas une vision utopique en fait de ce qui s'est passé depuis 93. Internet, c'est à mon sens une vraie révolution, et je pense que globalement, on peut en tirer un bénéfice positif en fait globalement, et que la 5G est dans le prolongement en fait de ce bénéfice tout simplement. Pour moi, c'est juste un... Alors, je vais parler de tuyaux parce que je ne suis pas du tout technophile, et voilà, mais c'est juste un nouveau tuyau qui permet de véhiculer plus d'informations. Mais après, pour nuancer, ben, en fait, c'est pas non plus une vision idyllique puisqu'on a accès à beaucoup plus d'informations, et donc malheureusement, on a accès aussi à d'autres informations. Et je pense que en soi, on se pose aussi beaucoup, enfin aujourd'hui, on se pose beaucoup la question de l'impact de la 5G sur les gens et de ce qu'elle pourrait changer. Et je trouve que dans tout ça, il y a énormément en fait de déterminisme technologique, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à considérer que c'est la technologie qui va modifier en fait la société. Mais à mon sens, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a aussi une question. Enfin, je pense que dans la question de la 5G, comme globalement dans la question du numérique, il faut qu'on arrive à bouger en fait notre vision et à arrêter de considérer que c'est la technologie qui affecte la société. En fait, pour moi, ce qui serait bien, c'est d'expliquer aux gens aussi que c'est nous-mêmes, notre manière en fait de consommer le numérique, ce que l'on va regarder, qui va affecter aussi la société. Et ça renvoie à tout un aspect éducation aux médias en fait aujourd'hui et traitement de l'information par les médias qui sont essentiels en fait à prendre en compte. Donc, c'est les usages, la manière dont on utilise. Ce que j'ai entendu aussi, Séverine, dans ce que vous nous disiez, c'est que la 5G, pour vous, par rapport à ce qui s'est passé depuis 93, c'est simplement un tuyau encore plus important. Donc, ce n'est pas une révolution, pas un changement de société radical, en tout cas. Pour moi, ce n'est pas un changement radical. Donc, effectivement, on va avoir accès à de nouvelles applis. Ça, on va avoir en fait des nouvelles applications Internet qui vont sûrement sortir. Mais en soi, pour moi, c'est juste un prolongement et pas un changement radical. Ce n'est pas une révolution en soi. Et la 5G, elle sera globalement ce que l'on va en faire. Et ce qu'on choisira, on va... Alors, l'idée après du citoyen, c'est d'essayer de peser dans la balance, mais elle sera en fait globalement ce que l'on va en faire et la manière en fait dont on va la consommer. Mais en aucun cas, à mon sens, la 5G, juste son arrivée, va être délétère pour la société. Merci Clément. Sur cette même question, une révolution qui prépare une deuxième révolution, celle de la 5G? Alors, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je pense qu'il faut être assez prudent avec ces idées de révolution, hein, comme le disait Séverine. Parce que, en général, quand on réfléchit à ces questions de qu'est-ce que le numérique fait à la société, il faut effectivement essayer plutôt de voir aussi les formes de co-construction. C'est-à-dire que, pour le dire assez simplement, je pense qu'aujourd'hui, la question du numérique, ça va au-delà des outils, ça va au-delà des tuyaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la culture qui se développe autour et de prendre en considération les valeurs, la collaboration, la transparence, les imaginaires, les représentations qui circulent, qui se diffusent dans les mondes sociaux où les technologies sont déployées. Et cette culture du numérique qui accompagne les outils, là où ils se déploient, ce qu'on se rend compte,
c'est qu'ils créent des effets d'accélération. C'est des leviers d'innovation, en fait, d'innovation sociale assez forts, mais qui peuvent être négatifs ou positifs. C'est-à-dire que c'est des outils, c'est des médiations qui ne sont pas neutres et qui, du coup, accélèrent des dynamiques, souvent qui existent déjà, en fait. Et donc, voilà, il faut avoir un œil là-dessus et se dire que, finalement, cette culture du numérique vient construire nos usages, tout comme on construit les outils qu'on mobilise. Et peut-être sur cette question aussi qui a été évoquée là, du débat sur la 5G, moi, à l'UTC, à l'Université de technologie de Compiègne, j'anime une formation à destination des ingénieurs où l'objectif de la formation, c'est de les sensibiliser à l'idée que les choix technologiques aujourd'hui sont devenus des sujets de société et ne peuvent plus seulement être des questions en fait, réservées aux experts, avec l'idée de leur dire que les questions technologiques sont extrêmement systémiques. Elles sont liées à beaucoup de problématiques sociales, environnementales, politiques. Et en fait, on peut en avoir des problématisations très variées. C'est un peu l'idée des halos là, qui ont été évoqués tout à l'heure. Et malgré ce fait de société, eh bien souvent, les choix ils sont cantonnés à des sphères très restreintes. Et quand on en discute, en gros, on a les 5% les plus motivés de chaque côté qui participent au débat. Et finalement, on a un cadrage qui passe à côté en fait, de la question des besoins et qui reste centré soit sur révolution et efficacité versus destruction. D'accord. Donc, d'où l'intérêt, comme le disait Étienne tout à l'heure, de débattre, de discuter, de revenir sur ce que pourrait changer la 5G. Vous parlez de halo, vous parlez de sujets assez on va dire, restreints, mais on va essayer de balayer assez large et de voir ensemble ce que la 5G pourrait changer dans notre société. Alors, la société, c'est tellement de choses qu'il va falloir peut-être qu'on balaye différents sujets. Le premier sujet qui fait la société, c'est notre vie quotidienne. Et dans la vie quotidienne, il y a notre gestion du temps, il y a nos modes de consommation, il y a notre relation à l'information et notre consommation de l'information. Comment est-ce que vous imaginez, tous les trois, la manière dont la 5G pourrait transformer cette vie quotidienne de chacun d'entre nous en termes de consommation, en termes de gestion du temps? Je sais, Séverine, que vous avez fait pour le Bureau des temps il y a quelque temps une conférence sur ce sujet-là. Qu'est-ce que la 5G potentiellement peut transformer dans nos vies quotidiennes? Qui veut commencer? C'est une réponse pas simple parce qu'en fait, on est en train de faire de la prospective, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas de données, donc on ne peut que imaginer en fait ce qui va se passer. Pour l'instant, moi, j'ai pas encore vu le résultat en fait des changements technologiques liés à la 5G. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur les technologies aujourd'hui et quels sont leurs effets positifs et leurs effets négatifs? Donc, si on reprend les technologies du numérique, donc oui, en fait, quand on est face à certaines technologies, on va par exemple avoir, aujourd'hui, il est beaucoup décrié les questions autour de l'attention, le fait qu'on nous capte notre attention, voire le fait qu'on nous vole notre attention. Bon, en l'occurrence, on ne vole rien, mais voilà. L'attention, en fait, c'est quoi? Donc, en fait, l'attention, c'est pas tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est un concept global, et c'est vrai que quand on l'utilise, nous, entre nous, on a tendance à dire ouais, notre attention, elle est absorbée par un truc. Mais en réalité, l'attention, c'est un concept où l'on retrouve en fait plusieurs dimensions. Donc, on a l'attention partagée, donc celle qui vous permet, par exemple, d'écouter vos enfants dans la salle d'à côté, voir s'ils ne font pas de bêtises et en même temps de suivre la conférence. L'attention sélective, donc celle qui permet d'éviter d'être distrait par certains stimulus et de se focaliser sur ce qui se passe. Donc, par exemple, vous êtes dans une conversation et il y a plein de monde autour de vous et d'un coup, votre interlocuteur vous parle de choses et vous vous focalisez, en fait, vous sélectionnez les informations qu'il vous donne et vous inhibez d'une certaine manière tout ce qui se passe autour.
Et puis, vous avez l'attention en fait soutenue, celle qui permet en fait de se concentrer de manière longue et stable en fait sur une tâche. Donc, par exemple, si ici je vois Norbert là-bas, bah, voilà, il essaye de se concentrer probablement sur ce que je dis. Et donc voilà. Et donc cette attention-là, elle va être orientée de différentes manières. Donc, on peut l'orienter de manière volontaire et elle peut être aussi orientée de manière automatique. Donc là, qu'est-ce que peut changer en fait la 5G dans tout ça? Bah, ça dépend en fait des choix en fait de conception qui vont être faits par rapport aux applications. À mon sens, un des risques, c'est que des applications jouent de plus en plus en fait sur les aspects notification et sur la capture en fait de l'attention d'un point de vue exogène, c'est-à-dire le fait d'essayer de capter l'attention. C'est un des risques possibles. Néanmoins, comme je vous le dis, on est sur de la pure prospective aujourd'hui et voilà, c'est difficile de savoir exactement ce qui va être fait. Mais c'est déjà le cas en fait de certaines applications où on retrouve des notifications et c'est le cas aussi de certaines applications où on va toujours avoir de l'information qui va s'incrémenter en fait au fur et à mesure qu'on fait des consultations. On l'a dit tout à l'heure dans les questions qui ont été posées avant, c'est est-ce que finalement l'un des risques, c'est que progressivement, on ne prête pas plus d'attention aux objets, à ces objets connectés, qu'à l'humain qui nous entoure. Et c'était la remarque, je crois que c'est Christian qui a posé cette question tout à l'heure, interrompu tout le temps par les smartphones, par les informations, et moins attentif aux relations humaines autour de nous. Alors, c'est une question complexe parce qu'en fait, c'est une question qui touche ce qu'on appelle les usages problématiques d'Internet. Donc, à partir du moment où on est dans une relation à Internet, où ça nuit à nos relations interpersonnelles dans la vraie vie, donc on va dire IRL, si ça commence à nuire à notre capacité de travail, à nos résultats scolaires, si on est un enfant ou un adolescent, si ça commence nous-mêmes à nous perturber par rapport à notre rapport à l'Internet, c'est-à-dire si je commence à en éprouver de la culpabilité, là, je peux tomber dans des usages problématiques. Un usage intensif en soi n'est pas nécessairement problématique. Un usage problématique, c'est un usage qui a des conséquences négatives sur la vie quotidienne. Est-ce que la 5G peut accélérer ça? À mon sens, en fait, les usages problématiques ne sont pas directement et uniquement le résultat des technologies. Les usages problématiques, en fait, il existe plusieurs déterminants qui interviennent dedans. Des déterminants biologiques. Donc, il y a par exemple des individus qui vont avoir des sensibilités biologiques et notamment sur des éléments qui codent en fait la sérotonine et qui vont être plus sensibles et plus anxieux d'un point de vue, on va dire, biologique, génétique. Il y a des dispositions psychologiques qui interviennent là-dedans. Donc, il y a des individus qui vont être, par exemple, avec un plus haut niveau d'impulsivité et qui vont être plus à risque en fait, de développer des usages problématiques. Il y a des situations socio-économiques qui vont aussi venir influencer les usages problématiques. Donc, par exemple, il y a des études qui montrent que des familles on va dire, où il y a des familles monoparentales, je ne veux pas stigmatiser, mais en fait, sont plus les enfants venant de familles monoparentales sont plus à risque en fait, de développer des usages problématiques. Il y a aussi quelques doutes aussi sur mais ce n'est pas encore bien avéré dans la littérature, mais sur le fait que les milieux socio-économiques défavorisés sont plus à risque aussi de développer des usages problématiques. Et puis, il y a effectivement cette composante technologique. Donc pour l'instant, on stigmatise beaucoup ce qu'on appelle les dark patterns. Donc ce sont en fait des interfaces utilisateurs qui sont conçues pour tromper et manipuler un utilisateur en exploitant certains aspects de la psychologie humaine. Donc on exploite par exemple les biais cognitifs. Donc voilà, donc il y a bien dans les usages problématiques, il y a bien ce versant, cet effet possible des technologies. Mais en l'occurrence, là, en ce moment, donc des dark patterns, en fait, on y est tous soumis. Si vous allez sur Twitter, que je fais régulièrement, on va voir en fait apparaître un dark pattern qui s'appelle le fil infini. Et ça, en fait, on joue sur un biais cognitif qui s'appelle l'escompte hyperbolique, donc qui a été notamment développé par Richard Thaler. Et en fait, on est toujours dans l'attente en fait d'une nouvelle information. Donc c'est l'idée en fait de se dire que l'on peut toujours récupérer une information plus intéressante. Et ça, c'est un dark pattern qui est utilisé dans les réseaux sociaux actuellement et que l'on voit actuellement tourner. Après, est-ce que la 5G peut augmenter l'impact de ce dark pattern? Pour l'instant, c'est difficile à dire, étant donné que je ne vois pas en fait comment ça pourrait déjà être plus captif que ça n'est actuellement.
Donc, on Voilà. entend bien qu'il y a cette question de dépendance, mais que c'est multifactoriel et que la technologie ne peut pas être l'unique facteur. Étienne, est-ce que vous pouvez nous dire aussi quel regard vous portez sur cette vie quotidienne, la gestion du temps, la gestion des relations humaines, de nos modes de consommation de l'information et de ce que la 5G peut représenter comme menace ou comme promesse en la matière? Alors, pour préciser ce que je disais tout à l'heure, moi, je pense que le numérique, c'est en effet une révolution, mais que le passage de la 4G à la 5G n'en est pas une. Voilà, c'est ça que je voulais dire, hein. Et que la 5G est simplement amplifiée des tendances qui sont déjà possibles aujourd'hui avec la 4G. Alors, pour ce qui est de l'influence du numérique sur la vie quotidienne, évidemment, cette influence, elle est multiple, elle est croissante, je pense. On a tendance à dire qu'à cause du numérique, le temps s'accélère. En fait, le temps ne s'accélère pas du tout, hein. Une seconde dure une seconde comme elle a toujours duré une seconde. Par contre, l'impression que nous avons que le temps s'accélère provient du fait que, à cause du numérique notamment, nous sommes soumis à une superposition de présents multiples. Alors même que nous travaillons, par exemple, nous recevons un appel, un message, un email ou quoi que ce soit d'autre qui vient en fait amener l'extérieur, le lointain, dans notre paysage immédiat. C'est comme si le lointain était constamment hybridé et intriqué à notre vie présente, à l'endroit où nous sommes. Et je pense que notre cerveau n'est pas forcément adapté à une telle vitesse d'évolution des interactions que nous avons avec le monde. Et que quand nous arrivons à gérer ces informations ou ces injonctions qui peuvent être contradictoires, ça provoque une sorte de griserie existentielle parce que ce sent exister vraiment par le fait qu'on est réclamé de partout, etc. Mais à d'autres moments où on n'arrive pas à gérer le flux, on a l'impression qu'à cause de lui, on travaille moins, on ne peut plus se concentrer, alors ça peut conduire dans certaines situations à ce qu'on appelle le burn-out. L'impression d'être dépassé par des flux qui nous ensevelissent. Moi, ce que je vois de façon... Moi, je ne suis pas sociologue, je ne fais pas d'études sociologiques. Mon laboratoire de sociologie, ce sont mes étudiants à l'école centrale, qui sont plusieurs centaines, donc ça fait une statistique assez importante. Ils ont le même âge, ils ont la même formation, donc il y a toutes sortes de biais qui font que ce que je vais vous dire n'a pas beaucoup de poids à l'échelle de la société entière. Mais il me semble que le numérique aujourd'hui, notamment pour ceux qui sont très accros à son usage, permet l'avènement d'une sorte de nouvelle condition de l'individu contemporain. C'est-à-dire que dès lors qu'on est connecté, on peut façonner son propre accès au monde depuis un smartphone, et en retour, on peut être façonné par les contenus que nous recevons en permanence par les réseaux sociaux. Et donc, on peut bâtir, grâce au numérique ou à cause du numérique, une sorte de chez-soi idéologique en choisissant les communautés cloud, les nuages, qui nous correspondent le mieux. Et on va adopter les valeurs de la communauté qui nous convient le plus, et on ne sera jamais confronté à des contradictions, parce qu'on aura trouvé sa bulle cognitive qui nous correspond. Je pense que ça peut dissoudre le contrat social qui, normalement, nous unit. C'est-à-dire qu'on va vivre avec les valeurs de sa communauté en méprisant ou en ignorant les idéaux qui incarnent les institutions républicaines, dès lors que d'autres valeurs peuvent régir notre communauté numérique d'une façon plus intense. Et donc, il y a la mise en place d'une sorte de primauté du soi connecté ou de la communauté virtuelle sur l'ordre politique. Et ça me paraît être une tendance qu'on a vu se manifester de façon très nette pendant la pandémie. Et on voit bien que la société n'est, enfin c'est l'impression que j'ai en tout cas, elle n'est plus organisée en classes sociales qui s'affrontent politiquement, mais en strates cognitives. En strates cognitives, par exemple, les gens qui ont regardé ce document complotiste qui s'appelle Hold Up, lu les journaux dans lesquels il est montré que ce qui est dit est faux. Et ceux qui ont lu les journaux dans lesquels il est montré que ce qui est dit est faux n'ont pas vu le documentaire en question. Et vous voyez bien, si vous avez écouté les interviews des Trumpistes qui ont assailli le Capitole hier soir, ils vivent dans une bulle, hein. Ils ont des C'est têtes. les phénomènes de bulles de filtre. Voilà, ils ne sont jamais confrontés à la contradiction, ils sont entre soi et fournissent des discours qui sont parfaitement cohérents tout en étant parfaitement faux. Mais est-ce que vous y voyez, vous, une menace pour l'organisation sociale, notre société? Oui, mais ce n'est pas la technologie, si vous voulez, qui crée la menace, c'est l'usage qu'on en fait, puisque on en revient à ça. notre cerveau
est victime de toutes sortes de biais, notamment de biais de confirmation. Notre cerveau, il a besoin d'être confirmé dans ses croyances et il va être piloté par des algorithmes qui vont lui proposer des contenus qui vont le conforter encore plus. Et moi, j'ai eu, par exemple, un débat avec des platistes, des gens qui pensent que la Terre est plate. Ils ont 3 milliards d'arguments. Ce sont des arguments, ils sont tous faux, mais le fait qu'ils soient très nombreux, ces arguments, fait qu'ils bâtissent une forme de récit parfaitement cohérent, qui est hyper rationnel et qui va tout expliquer tout ce qui se passe par une cause unique qui est l'agent comploteur qui peut être Gates ou la 5G ou autre chose. Et donc, oui, moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que l'Internet, le numérique en général, allait permettre la diffusion des connaissances. Et ce que je vois, et d'ailleurs les promoteurs d'Internet et même les inventeurs d'Internet, qui étaient des ingénieurs du CERN, qui avaient créé Internet pour échanger des données, des expériences de physique qui étaient menées à Genève, eux-mêmes sont les premiers à dire qu'ils n'avaient pas envisagé ce que c'est devenu. Parce qu'en fait, dans les mêmes canaux de communication, circulent en même temps et à la fois des connaissances scientifiques ou autres, des croyances, des commentaires, des opinions, des fake news. Il y a tout. Ces différents éléments qui sont complètement différents, par le fait qu'ils circulent ensemble, se contaminent. Et quand on a affaire à une connaissance, on se demande si ce n'est pas la croyance d'une communauté particulière. Quand on a affaire à une croyance, on se demande si ce n'est pas une connaissance qui aurait été méprisée, etc. Oui, ça met tout au même très niveau. Dangereux pour la... Ça ne l'est pas, effectivement. Alors, justement, sur cette question de menace sur les relations sociales, ça interroge sur l'influence de l'Internet et puis de la 5G sur la démocratie. Clément, c'est un sujet sur lequel vous travaillez beaucoup, et sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Est-ce que, donc, depuis 93, depuis l'avènement de l'Internet, vous avez senti des changements sur la démocratie? Est-ce que derrière, vous imaginez que la 5G va avoir une influence? Alors, en fait, à mon avis, là, il y a deux choses. C'est que, évidemment, la culture du numérique dont je parlais tout à l'heure, elle a une influence sur notre rapport à la démocratie, à la fois sur notre culture du débat public, notamment sur les enjeux autour des réseaux sociaux. Moi, quelque chose qui me frappe beaucoup à ce sujet-là, en fait, c'est à quel point les algorithmes, finalement, et les règles de visibilité qui priment, jouent sur notre manière de débattre. Pour le dire simplement, en fait, sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, les contenus les plus visibles, et ça c'est l'héritage de nos pionniers universitaires d'Internet, sont les contenus qui sont le plus sollicités, qui montent dans la couche haute. Et donc du coup, pour être très visible, pour peser dans le débat, l'objectif va être de monter dans les couches en visibilité. Et il y a beaucoup de techniques pour monter en visibilité, et l'une d'elles va être la radicalité, en fait. Va être d'être radical dans son propos, voire violent, pour susciter de l'interaction, pour susciter de la réaction, de l'émotion, et ainsi contribuer à monter. Il y a un sociologue, Romain Badoir, qui parle de brutalisation du débat public. En fait, cette idée de brutalisation, elle est empruntée aux historiens de la Première Guerre mondiale. Ça désignait en fait, c'est des historiens qui travaillaient sur comment la société allemande a pu laisser prospérer le Troisième Reich et sur la montée du nazisme. Et une des hypothèses qu'ils ont pu travailler, c'est l'accoutumance à la violence, en fait, des soldats lors de leur retour au front avec leurs propres armes. Et l'idée, en fait, est de comparer, de reprendre cette logique de brutalisation et dire que finalement, dans les espaces de débat que sont les réseaux sociaux, on a aussi cette logique d'accoutumance et d'habitude à des débats de plus en plus radicaux, de plus en plus violents, qui font le jeu de la visibilité. Et ce qui fait qu'il y a une déformation en fait de l'espace public où les sujets les plus visibles sont les sujets les plus émotionnels, sont les sujets les plus réactifs et qui suscitent le plus d'interaction. Donc, il y a cette brutalisation donc, de l'espace de débat public, mais je sais que c'est un sujet que vous étudiez. Quand même, le numérique et peut-être la 5G derrière a permis aussi de faire plus de choses en termes
de consultation des citoyens. Il y a eu les civic tech notamment, sont porteuses d'un modèle démocratique. Est-ce qu'il faut y croire? Quelle est la place des civic tech dans notre système démocratique aujourd'hui? Alors en fait, finalement, quand on s'intéresse à cette idée de débat public, on voit bien qu'il y a plusieurs manières d'aborder les choses. Il y a le débat public au sens un peu de débat d'opinion, débat dans l'espace public, caractérisé par les réseaux sociaux. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la discussion, elle est organisée dans un cadre qui est conçu qui est conçu par des entreprises de manière à optimiser la visibilité. Et à côté de ça, on a une autre approche de la démocratie et du débat, qui serait celle d'organiser, de procéduraliser, comme on dit, la discussion pour en améliorer la qualité. C'est une approche plus délibérative de la démocratie. Et c'est le pari, notamment, que font un certain nombre d'outils, d'acteurs réunis sous l'appellation Civic Tech, qui est celle de proposer des méthodologies avec leurs outils pour faciliter la consultation, faciliter la récolte d'arguments et améliorer la qualité du débat public aujourd'hui. Alors, c'est un projet, c'est un pari qui est que partiellement rempli. Hein. On voit bien que finalement, il y a un certain nombre de biais introduits par les technologies numériques qui ont un impact assez fort sur notre manière de débattre, notamment l'effet du nombre, en fait, le poids du nombre. C'est-à-dire qu'on voit que quand il y a des grandes consultations qui sont lancées en ligne, on peut finalement arriver à avoir beaucoup de contributions, mais ça rend assez compliqué l'opération de synthèse et finalement, ça rend compliqué l'atterrissage du débat. Et peut-être le dialogue aussi. Et du coup, le dialogue, finalement, on finit par avoir une espèce de relativisme beaucoup plus fort où chacun peut venir piocher dans cette synthèse. Quand on voit que le grand débat a suscité 2 millions de contributions, comment on fait la synthèse de 2 millions de contributions? Et du coup, le produit de sortie de la délibération, qui est normalement produire du commun, eh ben, s'éloigne en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre. Mais peut-être sur la 5G, juste pour lancer cette idée, moi il me semble que on postule quand même beaucoup cette idée de révolution. Pourtant, ce serait aussi intéressant de s'interroger sur le bien fondé, tout simplement, de diffuser toutes ces technologies, plutôt que de réfléchir seulement si c'est efficace ou pas. Au vu des conséquences que ça peut avoir, moi je pense quand même, notamment écologiques, est-ce qu'on a besoin d'outils qui accélèrent tout le temps? À mon avis, un des sujets qu'on pourrait mettre sur la table, c'est quand même celui-ci, c'est est-ce qu'on a besoin toujours de technologies plus puissantes, plus voraces, plus consommatrices pour répondre à nos besoins? Est-ce que ça répond à un besoin? Alors, effectivement, ça a été une remarque qui est sortie lors de l'un des précédentes séances, c'est est-ce que l'offre ne crée pas la demande en la matière et pour répondre à des besoins qui pour l'instant ne sont pas là. Le temps passe très vite et il y a beaucoup de questions donc, qui arrivent sur le chat et avant de passer la parole aux membres de la mission pour vous interroger, je voudrais quand même qu'on termine sur un point, toujours sur ces questions de changement de société, d'interrogation donc du débat, de la démocratie. Certains observateurs disent de la 5G qu'elle va favoriser des systèmes qui sont des systèmes de surveillance et que la société vers laquelle on va avec ces technologies, ce sont des sociétés qui surveillent. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement tous les trois? Est-ce que pour vous c'est un élément positif ou négatif et est-ce que ça vous semble être effectivement l'une des perspectives? Oui, mais c'est peut-être un état de fait qu'on voit monter une société de la surveillance, mais je ne sais pas, on ne peut pas accuser la 5G de ça. À la limite, ça va l'accélérer, mais la problématique, elle est beaucoup plus large et profonde dans notre société. Enfin, moi, je pense qu'il faut faire attention le problème est déjà présent. Exactement. Il faut faire attention à cette idée un peu fonctionnaliste, là, on associerait une technologie à des effets, quoi. Je pense qu'il faut beaucoup plus une logique de co-construction entre nos usages, ce qu'ils font de nos usages, mais en même temps ce que les usages font de nous, quoi. Aujourd'hui, se pose la question aussi des données. Alors, c'est vrai qu'on
parle beaucoup des données, mais je pense qu'on est encore très loin d'imaginer. Alors, moi, à l'occasion de certains articles de presse, je suis allée vérifier, par exemple, la quantité de données qui étaient collectées par Google sur l'ensemble de ma vie, des achats, et effectivement, c'est énorme, en fait. Il y a des choses, je suis allée acheter des choses sur des sites, c'est marqué, en fait, à l'intérieur de Google. Donc, au final, les interfaces collectent énormément de données aujourd'hui et ont globalement des formes d'avatars, on va dire, numériques. Et ces données, elles sont revendues à ce qu'on appelle des data brokers. Donc, ce sont des gens en fait qui rachètent des données, des bases de données. Et quand on recoupe un petit peu tout ça, ben, au final, on peut apprendre énormément de choses. Donc, quand on recoupe, c'est-à-dire quand on recoupe toutes les données que je peux laisser sur un réseau social, sur des systèmes d'achat, sur Google, les requêtes que je vais rentrer, bah, quand on recoupe un peu tout ça, bah, au final, on apprend énormément de choses pour moi. Je ne suis pas convaincue que la 5G en fait, influence réellement ça. Et à mon sens, le vrai problème de la collecte de données, parce que je parle de la collecte de mes données, mais aussi au final la collecte de données de ma famille, de mes enfants, bah, aujourd'hui, c'est un vrai problème, à mon sens, qu'on devrait adresser. Et quand on parle en fait de capitalisme de surveillance, puisque c'est un peu de ça dont on parlait au jeu tout à l'heure, bah, je pense qu'on y est déjà en fait. La 5G, énormément les choses, mais en tout cas, il y a déjà énormément de données collectées chez les individus tous les jours, quoi. Merci. Étienne? Oui, enfin, moi, je ne suis pas très compétent, mais je vois que la question des données, la surveillance dont on parle là, qui est un risque, qui est en fait un risque avéré. Hein. Il y a des démocraties soi-disant démocratiques qui pratiquent ce genre de choses avec beaucoup de zèle. Mais ce que je veux dire, c'est que la surveillance dont on parle, elle a besoin de notre complicité. Et je vois qu'il y a une sorte de tension entre le fait que nous réclamons que nos données restent personnelles, soient protégées, et puis le zèle avec lequel nous mettons des données qui peuvent être sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a une sorte de contradiction là qu'on pourrait discuter ensemble. Mais ce qui est clair, c'est que se fait jour dans la société la crainte qu'une civilisation, appelons-la comme ça, où le numérique s'immisce partout, débouche sur une société de contrôle de la vie privée, ou même des orientations politiques des citoyens. Donc, on a une sorte d'indexation exhaustive du monde, une quantification de tous ces aspects, des objets comme des humains, qui seront en permanence suivis par leur ombre digitale et contrôlés grâce à elle. Et donc, la question, à mon avis, est-ce que ces questions de protection des données doivent être gérées au niveau de la conception des technologies, donc by design, comme on dit, ou bien est-ce qu'elles sont de l'ordre législatif? Des lois permettraient... et ça, il me semble que la 5G oblige à se poser la question avec un peu plus d'intensité qu'on l'a posée avec la 4G. Merci pour cette précision, effectivement, entre 4G et 5G. Je vous le disais, beaucoup de questions sont arrivées pendant l'échange et je vous propose maintenant de répondre aux membres de la mission. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être prendre la parole et interroger directement nos intervenants. Et puis, je peux aussi donner lecture de certaines des questions que vous avez postées. Il y en a une qui est assez récurrente, c'est la question de l'éthique qui est revenue plusieurs fois sous différentes formes. Est-ce que la 5G est un projet de société commun ou un projet de technologie qui s'impose à nos sociétés? Est-ce qu'il y a encore une place pour l'éthique aujourd'hui dans le numérique? Toutes ces questions-là, ces questions d'éthique, ces questions du projet numérique, du projet 5G, de sa dimension éthique, est-ce que vous voulez réagir à ces questions, Séverine, Étienne ou Clément? Je pense que toutes les technologies, elles interrogent nos façons de vivre. Est-ce qu'avec la 5G, pour le dire de façon prosaïque, nous allons vivre plus ensemble ou moins ensemble? En quoi est-ce que la 5G va contribuer au bien commun? Est-ce qu'elle va l'affaiblir? On voit bien que ça ne dépend pas que d'elle, ça dépend aussi de nous. Et ces questions, à mon avis, elles s'adressent à l'ensemble du numérique et à la place qu'il réserve à l'homme dans une société hyper connectée, dont la 5G n'est que l'un des symboles. Est-ce que nous allons être plus atomisés ou est-ce que nous ferons davantage société avec la 5G? On voit bien que ces questions sont des questions éthiques, en effet,
mais qui ne sont pas des questions purement technologiques. Il y a des gens qui aiment bien être seuls dans leur chambre à rester connectés pendant des heures et des heures, et d'autres ont besoin de contacts sociaux physiques, de présence. On a bien vu d'ailleurs que pendant le confinement, j'allais le dire tout à l'heure, il y a l'ambivalence de cette question s'est montrée de façon très concrète. Le numérique a facilité la vie de beaucoup de gens, et en même temps, on a vu qu'une société ne tient que parce que des gens sont présents physiquement, travaillent physiquement, avec leur corps donc, et c'est eux qui tiennent la société dans une situation comme celle qu'on a connue. Donc, ce ne sont pas des questions simples, et je pense que la 5G nous oblige à poser des questions qui sont des questions politiques, mais ce n'est pas elle toute seule, avec la technologie qui la concerne, qui va y répondre. Une autre question qui est présente, et elle a été posée avant que l'échange commence, c'est la notion de fracture sociale, fracture numérique des territoires, donc territoriale, sociale, j'ajouterais aussi générationnelle. Plusieurs questions vont dans ce sens, d'essayer de comprendre si la 5G va accentuer, à votre sens, les fractures. Alors, qui veut répondre sur ce point-là? Clément, peut-être? Peut-être pour donner un chiffre sur ce point, on estime que le nombre de Français en difficulté avec les outils numériques s'élève à 13 millions. Il y aura environ 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique. Et donc, c'est quand même un chiffre extrêmement important, surtout qu'il faut après voir les différentes difficultés. Et puis, on a du mal à savoir qui sont les publics empêchés du numérique exactement et à bien les connaître. Donc, on voit qu'il y a une part non négligeable de la population qui est déjà fortement en difficulté. Et donc, si on a souvent tendance à mettre en avant le numérique comme un outil de mise en capacité d'agir pour faire des choses, il ne faut jamais oublier que pour d'autres, il peut être un outil de mise en incapacité d'agir et constituer une espèce de fracture de plus souvent pour des publics qui ont déjà d'autres types de difficultés. Donc, nécessairement, plus on va créer des besoins, rajouter des nouvelles, donner des envies, des nouveaux usages, et bien on va voir qu'on va créer des publics à différentes vitesses et qu'il y a des gens plus fragiles qui vont rester sur le bord des autoroutes numériques. Merci. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer de vive voix? Parce que pour l'instant, j'ai juste lu les questions. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un souhaite ouvrir son micro pour poser les questions? Alors peut-être, Séverine, sur un point, une réaction donc dans le chat, qui est une réaction de Marion, qui réagit sur ce que vous avez d'ailleurs partagé tous les trois sur la situation, en tout cas, du dialogue. Vous avez dit on y est déjà. Et Marion dit, est-ce que parce qu'on y est déjà, on va ouvrir l'autoroute au tout numérique qui est la 5G? Et la question qui se pose derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les capacités d'agir des citoyens, des territoires sur ces questions-là qui, visiblement, en tout cas, transforment notre société. Alors, à mon sens, en fait, un moyen de prendre les choses. Alors, beaucoup parleraient de réglementation, etc. Moi, j'aimerais bien, hein, mais le problème, c'est qu'on est face à des entreprises qui ne sont pas domiciliées en France et qui sortent de notre cadre législatif, et c'est très compliqué, en fait, de les coincer. Moi, à mon sens, un moyen de s'en sortir avec le numérique, hein, globalement, pas uniquement la 5G, c'est de promouvoir l'éducation aux médias. Je trouve qu'en France, il y a des efforts qui sont faits. Alors, oublier tout ce qui est fait par Enela Pasquinelli avec la MAP, etc. Donc, c'est la main à la pâte, donc c'est la formation numérique des enfants. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème en fait, de formation et d'éducation aux médias, et pas simplement des enfants et des adolescents, mais aussi des adultes. Il y a des choses quand même à savoir. Aujourd'hui, on est quand même
globalement assez connectés. Et il y a plein de choses en fait qu'on ignore sur la manière de fonctionner en fait des interfaces face auxquelles on est. Si on prend un exemple de YouTube, parce que tout à l'heure on parlait de polarisation en fait des opinions. Si on prend par exemple YouTube, eh ben, on voit en fait que l'algorithme fonctionne d'une certaine manière. Et c'est intéressant de le savoir. Alors déjà, quand je me connecte à YouTube, bah, je sais très bien que j'ai cette espèce de redémarrage en fait automatique des vidéos. Et quand on laisse en fait redémarrer automatiquement les vidéos, eh ben, YouTube va nous emmener sur certains contenus. Et il va nous emmener notamment sur des contenus qui sont très visionnés en fait sur la plateforme, donc qui vont être très mis en avant. Et il va aussi nous envoyer sur des contenus de plus en plus longs. Et quand on regarde, alors en fait, il y a une étude qui est sortie là-dessus l'année dernière et que je trouvais super intéressante sur la manière dont fonctionne YouTube. On voit en fait que 70% des vidéos qui sont lues sur YouTube sont des vidéos, des contenus qui sont suggérés par l'algorithme. Et donc, quand on ne comprend pas très bien comment fonctionne cet algorithme, bah, à mon sens, on est plus à risque en fait de se retrouver face à des choses qui sont polarisées d'un point de vue de l'opinion. Alors, je prends un exemple, c'est j'expliquais dernièrement, en fait, j'avais commencé à regarder des choses sur QAnon. Donc, vous voyez, le groupe complotiste, pour essayer de comprendre ce qu'il en était. Donc, je suis partie, en fait, d'une vidéo d'une journaliste, en fait, sur France Inter, qui expliquait de manière, à mon sens, assez objective, ce qu'était, en fait, ce groupe. Donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop QAnon, c'est l'idée du grand complot mondial, le monde est dirigé par la cabale. Enfin, je ne vais pas décrire tout en détail et leur faire de la pub, mais en gros, c'est ça. Donc, je commence sur une vidéo classique et je regarde un peu les vidéos qui arrivent après. Et les vidéos qui arrivent après, en fait, cette vidéo d'information, sont clairement en fait des vidéos qui deviennent de plus en plus pro-QAnon parce que très visionnées et parce que aussi calibrées, à mon sens, pour être visionnées, c'est-à-dire de plus en plus longues. Et donc, on voit en fait au fur et à mesure qu'on peut se laisser emporter. Moi, j'ai lu cet article-là et j'essaye toujours de comprendre un peu face à quoi je suis. Donc, il y a des moments où je peux me faire piéger, comme tout le monde, parce que j'ai les mêmes biais cognitifs que tout le monde. Mais à un moment donné, j'ai cette culture du numérique qui va faire, non, mais là, qui va me faire réfléchir sur ce que je suis en train de faire et me dire, non, mais là, tu es en train de te laisser piéger par le système, donc il faut couper. Mais je pense que ça, en fait, c'est important que les gens comprennent un peu face à quoi ils sont et puissent éventuellement s'en prémunir. C'est la même chose pour les dark patterns. Quand un individu est confronté à un dark pattern et qu'il ne connaît pas, eh ben, il y a toutes les chances en fait, qu'il se fasse piéger parce que tout est fait pour ça, parce que notre cerveau fonctionne tous de la même manière. Moi, quand je suis face à un dark pattern, bah, vu que j'en connais un certain nombre, j'ai du mal à suivre parce qu'il y en a de nouveaux tout le temps, mais je me rends compte en fait que je suis en train de me laisser piéger. À un moment donné, je me dis non, mais là, en fait, tu es en train de te laisser enfermer. Est-ce qu'il y a des parades? Bah, en fait, les dark patterns et globalement les algorithmes, ils utilisent nos biais cognitifs. Une manière de combattre en fait, ce qui est lié à nos biais cognitifs, bah, en fait, c'est d'en prendre conscience, c'est-à-dire de les connaître. Et c'est pour ça que je vous dis, l'éducation média, à mon sens, me semble essentielle, parce qu'à partir du moment où on comprend face à quoi on est, eh ben, on peut essayer de s'en défendre. Si on n'a aucune conscience en fait, qu'on est face à des systèmes qui nous piègent d'un point de vue psychologique, on ne peut pas s'en défendre. On finira cet échange, si vous en êtes d'accord, sur cette question de l'éducation, car il est déjà 19h30 et on a déjà pris un peu de retard. Je voulais simplement vous donner lecture de l'échange qui a commencé sur le chat à partir de la question de Marina qui demandait pourquoi est-ce si dur, pourquoi sommes-nous si réticents, pourquoi avons-nous autant de mal à faire machine arrière quand on se rend finalement compte que ce serait plus intelligent, d'ailleurs pour la société. Pourquoi est-ce si dur? Clément a commencé à répondre par écrit dans le chat et c'est exactement ce que nous allions vous demander, ce que nous faisons lors de chacune de nos séances. Nous avons une FAQ, donc foire aux questions dans le dossier partagé, dans laquelle nous posons les questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre lors de ces séances de questions-réponses. Et si vous en êtes d'accord, on vous la transmettra pour que vous puissiez aussi compléter et poursuivre l'échange avec les membres de cette mission pour continuer à travailler ensemble, continuer à travailler sur ces questions-là. Il va être temps de passer à la séquence suivante. Avant ça, peut-être de passer la parole très rapidement à Stéphane pour les questions qui
qui ont été posées dans le cadre de la fabrique citoyenne de la consultation. Il y en avait plusieurs, je crois, Stéphane. Il y en avait plusieurs, on retient que les 3 qui sont les plus commentés ou votés. Bon, il y en avait une, c'était une question très précise, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas en fait interdire les forfaits illimités sur la 5G parce que c'est ça qui permet de développement d'usage addictif à la téléphonie et ça pose un problème de santé publique. La deuxième question, c'est l'essence même de la 5G. Est-ce qu'on a besoin de plus de débit pour avoir plus d'objets connectés? Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de l'essentiel dans la vie, à savoir les relations humaines? Est-ce que finalement on n'a pas les choses essentielles gratuitement et cette proposition commerciale qui finalement n'a moins d'utilité? C'est en gros comment on rééquilibre entre l'essentiel et puis la 5G et le numérique. Et la dernière question, on l'a globalement analysée, enfin, c'est la question du besoin de la 5G. A-t-on vraiment besoin de la 5G? Et je ne peux que vous inviter à lire les citations qui ont été apportées à travers le site, mais elles invitent à reconsidérer plus philosophiquement les choses, je dirais. Donc, voilà les trois principales questions, mais c'est jamais facile de bien les résumer rapidement, tellement les commentaires sont parfois développés. Alors, juste en un mot, je pense que les 2 dernières questions, on y a répondu, enfin, on a évoqué ce sujet. La question d'interdire l'accès illimité, d'interdire l'illimité sur la 5G. En un mot, pour vous 3, c'est oui, c'est non, il faut pas? Pour moi, c'est non. On n'interdit pas. Non, alors je vais m'expliquer. Pourquoi c'est non? Alors la première chose, en fait, c'est que la consommation de la 5G en soi, elle n'est pas délétère. Je veux dire, le fait de regarder des contenus, de se socialiser sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Donc le fait d'expérimenter du flow, de perdre du temps, bon, des fois c'est un peu embêtant, mais c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Alors, quand je parle de flow, parce qu'on parlait tout à l'heure du temps qui passe, donc le flow, en fait, c'est cet état d'absorption qu'on a quand on est en fait en train de consulter les réseaux sociaux et on a l'impression que le temps s'écoule. En 2 mots. Alors, donc en 2 mots, non. C'est de toute manière l'interdiction, à mon sens, elle présente aussi un autre risque qui sont les risques monétaires. Donc, il faut quand même aussi avoir conscience qu'on risque de mettre en difficulté une population si on laisse des forfaits limités, parce que ce sera des forfaits limités avec forcément des surcoûts derrière. Et non, parce que l'utilisation de la 5G, ce n'est pas nécessairement mauvais. On peut se socialiser sur les réseaux sociaux, mais il faut être vigilant par rapport aux usages problématiques. Merci. Étienne, en 2 mots aussi? Je n'ai pas réfléchi à la question, donc je vais dire que je suis d'accord avec Séverine. D'accord, très bien. Merci. Clément? Eh ben, moi, je dirais plutôt oui. Peut-être justement pour des questions écologiques. C'est-à-dire que il me semble que ce qu'on ne fait pas assez, hein, c'est pour pouvoir débattre de tous ces enjeux-là, c'est justement de rouvrir le débat qui est souvent confisqué, qui est le débat éthique. Quel numérique on veut, quelle hiérarchie on veut donner à nos priorités. Et si on place la question écologique assez haut dans nos priorités, on voit bien que toutes ces dynamiques d'illimité, toutes ces dynamiques de surconsommation de vidéos, eh bien, c'est pas possible. Donc, j'aurais tendance à être assez radical à ce sujet et à inviter à la frugalité numérique. Merci beaucoup.